Eh bien bonjour, merci de m'accueillir pour ces rencontres annuelles cherchées, créées. Je vais vous parler au-delà de la profondeur de champ. La profondeur de champ, tout le monde sait ce que c'est, on s'adresse à un public de spécialistes, c'est la zone d'honnêteté qui s'étend de part et d'autre le plan de mise au point. Mais en fait, l'idée est d'aller voir un petit peu ce qui se passe en amont et en aval et de parler un peu du flou. Parce qu'il y a une question, c'est est-ce que le flou est quantifiable ? Alors, cette question, ça a été l'objet de mes recherches. Je suis professeur à l'École nationale supérieure Louis Lumière depuis fort longtemps et je travaille sur la question du flou depuis un grand nombre d'années et ça a été aussi l'objet de mon doctorat, de ma thèse de doctorat et de mon HDR. C'est pour ça que je vais vous parler un petit peu de ces recherches-là. Et alors, ces recherches, en fait, elles sont orientées. Elles sont orientées à une démarche qui est une démarche professionnelle, à des préoccupations professionnelles. Comment, en fait, orienter une recherche à des préoccupations professionnelles? Eh bien, souvent, ça vient du hasard. Ça vient du hasard, ça vient de discussions, ça vient de rencontres. Il y a tout un tas de rencontres dont je vais vous parler. Ça vient de rencontres qu'on a pu avoir, et une notamment, où on me racontait comment, sur un tournage, une discussion s'est installée entre un directeur photo et un réalisateur. Le réalisateur disait au directeur photo, voilà, là, on a un plan, le point est sur tel acteur, la porte, au fond, va s'ouvrir, un acteur va rentrer, et il lui dit « tu me le fais flou ». Et là, le directeur photo, par le biais évidemment du cadreur et du premier assistant, dit « mais je te le fais flou, comment ?» Première question. Et là, on rentre dans une discussion, flou. Ah, flou. Qu'est-ce que ça veut dire, flou? Flou, ça veut dire plus flou que flou. Ouais, c'est difficile, hein. On dirait pratiquement un sketch de Coluche d'il y a 30 ans. Flou de telle sorte qu'on ne le reconnaisse pas. On ne reconnaît pas, on a une masse. Non, il faut quand même qu'on ait une information pour savoir qu'il s'agit d'une personne. Eh bien, en fait, à partir de là, si vous voulez, une question se pose. Est-ce qu'on ne peut pas anticiper à la prise de vue et trouver un moyen qui permettrait tout simplement au réalisateur, à partir d'une image, de dire sur une image, eh bien, on veut tel type de flou. Et en fonction de l'image, on va dire que le directeur photo ou le cadreur, enfin plutôt en fait en réalité premier assistant, va moduler un certain nombre de réglages, que sont le diaphragme, la focale, voire la distance de mise au point, et d'autres paramètres un peu plus complexes pour justement finalement arriver à avoir une idée précise de ce qu'aura le flou à la prise de vue. Et ça, finalement, ce type de travail, c'est quelque chose qui qui en avait pour le moment très peu été fait. Alors, je vais me permettre une analogie. Parce que comment caractériser un flou? Mais j'aurais tendance à dire aussi, comment on caractérise une couleur? Admettons que nous ayons besoin de caractériser un rouge. Eh bien, le rouge, on va l'appeler rouge rubis, rouge, on va vermillon, on va l'appeler rouge carmin, on va l'appeler rouge cerise. Bon. Et en fait, il y a tout un vocable autour de la couleur. On pourrait avoir le même type de vocable autour du flou. Un flou important, un flou moyen, un flou vaporeux, un flou d'indistinction. Mais la couleur a trouvé la solution par le biais de la colorimétrie. La colorimétrie a apporté des réponses scientifiques et des réponses physiques à un problème inhérent qui est celui de comment caractériser une couleur de façon scientifique. Alors, pourquoi ça a été fait pour la couleur et pourquoi ça n'a pas été fait pour le flou? La raison, à mon avis, est très simple. C'est que dans le domaine de la couleur, il y a une industrie et dans le domaine du flou, il n'y en avait pas forcément une. Donc, finalement, c'est quelque chose qui était resté un peu marginal. Alors, j'ai commencé à travailler un peu sur cette question. Et finalement, je suis arrivé à une relation qui est amendable, bien évidemment, qui permettait d'avoir une idée de ce que pourrait être le flou au moment de la prise de vue. Et mon but étant de quantifier dès la prise de vue en disant, dans telle configuration, on aura effectivement tel type de flou. Alors, à cette relation mathématique correspond en fait une échelle. Et l'échelle en question, elle montre un certain nombre de choses. Elle montre, ici, vous avez donc sur la première personne, le point a été fait sur elle. Et puis sur la seconde personne, eh bien en fait, c'est sur elle qu'on va caractériser le flou. Alors, j'ai donné des indices, hein.
1, bon, l'échelle, elle va de 0 à 14. Donc 1, en l'occurrence ici 4, 7, 9, on pourrait peut-être avoir un 8 ici, ça dépend comment on fait le système de calcul. Au-delà, on a ce qu'on appelle un seuil, qui est le seuil de définition potentielle. Le seuil de définition potentielle, ça veut dire qu'en fait, on reconnaît par exemple qu'il s'agit d'une personne, on reconnaît qu'il s'agit d'un être humain, mais on est incapable de déterminer de quelle personne il s'agit, donc de quel acteur il s'agit. Ça peut créer justement, dans le cas d'un synopsis, ça peut créer justement un sentiment de surprise. Voilà, c'est à un moment donné, quelqu'un est dans le flou, ah mon Dieu, c'était lui, voilà, on s'y attendait pas, ou au contraire, on s'y attendait, voilà. Il y a un côté, en fait, on y reviendra en conclusion, mais il y a effectivement un côté sémantique qu'il y a ça. Et puis donc un côté, quelque chose qui va s'inscrire dans la narratologie filmique. Voilà. Donc là, vous avez effectivement une échelle. Ça a été déterminé, ce travail avait été fait à l'époque de l'argentique. Il a été fait à l'époque de l'argentique, c'est-à-dire à l'époque où pour anticiper, pour savoir si le flou réussi qu'on avait sur l'image était celui qu'on attendait, il fallait attendre les rushs. Il fallait attendre la projection des rushs, la projection des rushs du lendemain. Bon. Mais entre les deux, eh bien en fait, le numérique arrive. Alors le numérique va contrarier cette échelle de fluidité. C'est pas très grave, bon. Mais en fait, finalement, plus aucune raison d'avoir recours à ce type d'outil, parce que ce type d'outil pouvait fonctionner comme une table de profondeur de champ, d'il y a longtemps, sous l'équivalent d'ABAC, ou pouvait être sur un PCAM, donc sur un smartphone. Bon, mais finalement, aujourd'hui, pourquoi on n'en a pas besoin, pourquoi on n'en a plus besoin? Eh bien, tout simplement parce que l'image, elle est directement sur des combos, et quand on sait qu'on a des combos ou des moniteurs 4K qui sont directement sur le plateau, on est en mesure d'apprécier la qualité et la quantité du flou. Donc, en fait, grosso modo, finalement, on n'en a pas besoin. Alors, ma prestation, elle pourrait s'arrêter là. En fait, pas tout à fait. Parce que finalement, ça entraînait une autre question. L'autre question, c'est est-ce que les objectifs donnent le même flou, la même qualité, la même quantité de flou quand on est sorti donc de la zone de profondeur de champ. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que l'on prenne l'approche psychovisuelle ou que l'on prenne l'approche liée à la physique ou à l'optique, eh bien on va trouver à peu près la même chose. Alors, on va, si vous le voulez bien, venir à un questionnement qui finalement est assez ancien, et je disais que beaucoup de mes questionnements étaient nourris par des rencontres, et je vais vous raconter deux petites histoires autour justement de ça. Mais pour pouvoir vous les raconter, il faut peut-être qu'on revienne sur cette figure. Vous avez ici un schéma classique d'optique avec ce qu'on appelle un phénomène de conjugaison. C'est-à-dire que le point A, on a fait la mise au point sur un point A, on raisonne sur des points, mais ça, bien sûr ce sont des plans en réalité, ce sont des objets. On a fait la mise au point sur A, l'image A', elle se forme dans le plan du capteur, dans le plan du film, bon, à l'époque, donc dans le plan du film, aujourd'hui à l'époque dans le plan du capteur. Ce qui est en amont et en aval vont se former, eh bien, à la fois en amont et en aval. C'est-à-dire que si l'on suit le chemin du point A1, l'image de A1, à savoir A'1, va se former devant le plan du capteur. Autrement dit, qu'est-ce que nous allons avoir? Eh bien, nous allons avoir une tâche. Nous allons simplement avoir une tâche. Bon, en ce qui concerne A2 qui est plus proche, ça va donner une image A'2 qui, elle aussi, est située derrière. Donc, cette image étant située derrière, eh bien, on a l'intersection d'un cône et d'un plan, donc une tâche. Alors, en fait, finalement, le concept de la profondeur de champ repose simplement sur le diamètre de la tâche. Si le diamètre de la tâche est inférieur à une grandeur qu'on appelle le cercle de confusion, eh bien, on considère que les images A'1 et A'2 seront vues nettes. Si au contraire, c'est supérieur, eh bien, on considère que ce sera vu flou. Ça veut dire qu'en fait, on est dans un mode qui est très binaire. On est dans une forme de dichotomie, net, flou, flou, net. Alors, la question est de savoir qu'est-ce qui se passe, en fait, dans cette zone de transition entre le net, enfin le flou et le net, si je prends un sens de la lumière qui va de la gauche vers la droite, et puis entre le net et le flou, en prenant toujours donc ce même sens. Et en fait, le questionnement, je disais tout à l'heure, il a été nourri avec le temps, nourri par un certain nombre de remarques. On va remonter le temps et on va remonter en 1990. En 1990, je fais un cours sur la profondeur de champ, du type de ce que je suis en train de raconter là, et
c'est un cours que je fais aux étudiants de ce qu'on appelait les cours du soir à l'époque à l'école. Les cours du soir à Louis Lumière, c'était des professionnels qui venaient prendre un certain nombre, donc qui venaient prendre des cours le soir, dans le but de pouvoir se présenter à l'examen de l'époque qui était le BTS. Et en faisant ce cours-là, une des étudiantes me dit « J'ai travaillé avec un directeur photo. Quand il utilise des objectifs Zeiss, au lieu de considérer un cercle de confusion de 0,025, qui était la norme qu'on donnait pour l'argentique à l'époque, eh bien, il prend un cercle de confusion de 0,02, de façon à être plus précis quant à sa détermination de sa zone de profondeur de champ. Alors, là, finalement, bon, l'idée pouvait être intéressante, mais à l'époque, il y a 30 ans, vous imaginez, date un petit peu, il y a 30 ans, mon savoir, c'est un savoir qui est livresque, hein, qui dépend de ce que j'ai lu dans des bouquins et appris dans des bouquins de physique, les bouquins d'optique, et cette notion-là, elle n'est absolument pas traitée. Donc c'est binaire, c'est assez dichotomique, c'est ou net ou flou. Bon. Et en fait, on ne se pose pas ces questions-là. Donc, je m'en sors en essayant de répondre en disant que l'équation mathématique donne ça, etc. Je sens bien que l'étudiante, en réalité, n'est pas convaincue. Un peu plus tard, au salon de la photo, un directeur de l'entreprise Lights, Leica, me dit « Ce qui fait la différence entre nos objectifs et ceux de la concurrence, eh bien, en réalité, c'est non pas la qualité de notre net, mais c'est en fait la qualité de notre flou. » Et là, en fait, ces deux phrases, ces deux remarques que je viens de faire, finalement, ont nourri un questionnement. Et je me suis dit, est-ce que l'étudiante, qui en fait s'appelle Diane Baratier, qui a été une directrice photo, notamment la directrice photo de Romer, est-ce que finalement, elle n'avait pas raison? Est-ce que c'est l'outil que j'utilise, cet outil est-il finalement adapté à une préoccupation cinématographique et à une préoccupation qui est liée à l'optique? Alors, la question a été, est-ce qu'il y a moyen, justement, de quantifier tout ça? L'idée, elle commence là. Effectivement, en reprenant à peu près la même typologie d'un point de vue du raisonnement que celle qu'on a tenue par rapport sur la profondeur de champ, on peut déterminer finalement qu'entre le modèle psychoperceptif et le modèle physique, il existe en fait une équation de base. L'équation de base ici, elle est à cet endroit-là, enfin, j'ai la pointe mais on ne le voit pas, elle est relativement simple. Bon, et en fait, elle est liée à la distance de mise au point, à l'examen de ce qui se passe en amont et en aval de cette distance de mise au point, à la distance focale, à l'ouverture. Donc finalement des éléments qui nourrissent le quotidien d'un assistant opérateur quand il va réaliser donc ses réglages sur l'objectif de la caméra. À partir de là, en réfléchissant à ça, j'ai essayé de quantifier un petit peu la chose. Et je me suis rendu compte que finalement, l'équation en question nous permettait de déterminer des courbes qui pouvaient avoir cette allure-là. Ces courbes, elles correspondent à quoi? Elles correspondent, en fait, à ce qui est le rapport qu'il existe entre le flou en avant et en aval de la distance de mise au point. Pour des raisons, j'ai gardé le même schéma de l'époque, mais pour des raisons de mesure algébrique optique et physique, les distances, elles sont notées négatives. On verra que par la suite, elles vont redevenir positives. Mais en fait, quand on regarde cette courbe-là, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que finalement, la quantité de flou, elle est relativement homogène sur les arrière-plans. Les arrière-plans, vous voyez, par exemple, moins 20, c'est sous-entendu moins 20 mètres, moins 18 mètres, moins 16 mètres, etc. Et puis, elle est, au contraire, elle augmente suivant, on verra tout à l'heure, deux asymptotes. D'une part, une caractéristique d'une asymptote horizontale sur les arrière-plans et une caractéristique plutôt avec une asymptote verticale sur les premiers plans. On remarque quelque chose qui a à peu près cette allure-là. Puis ce qui est intéressant aussi, c'est que quand on refait les calculs pour différentes valeurs de diaph, eh bien, on peut constater que plus le diaph augmente, plus le diamètre de la tâche, bien évidemment, diminue. Ce qui est en relation avec la notion de profondeur de champ. Alors, admettons, en coupant donc avec une droite parallèle à l'axe des ordonnées qui correspondrait, c'est très hypothétique, hein, mais qui correspondrait à une valeur de cercle de confusion, même si là c'est un peu fort, en coupant par exemple la courbe en rouge. Eh bien en coupant cette courbe en rouge,
si vous faites l'intersection et vous ramenez donc sur l'axe l'axe des abscisses les valeurs correspondant à l'intersection de la courbe en rouge et de la droite qui qualifie le cercle de confusion, eh bien on a finalement la valeur correspondant au premier plan net, ensuite la valeur correspondant à l'arrière-plan net, entre les deux, la zone de profondeur de champ. On a donc finalement un continuum entre le net et le flou. Alors, finalement, ce continuum, ou cette continuité entre le flou et le net, et entre le net et le flou, a entraîné un néologisme, et c'est ce néologisme, je l'ai appelé le flou net de profondeur. Parce que, pour moi, le flou n'existe que par rapport au net, et le net n'existe que par rapport au flou. Et en fait, l'idée maintenant a été de dire, mais ce qui était, d'un point de vue de l'équation ou des petites relations mathématiques, est-ce que finalement ces réponses, elles ont une valeur réelle si on prend des objectifs différents? Alors, on a commencé à faire une petite manip en ayant ici finalement un objectif. L'objectif, le petit objectif, c'est le Canon, c'est un petit objectif photo, c'est l'objectif qui était à mesurer, un système de collimation, et en fait à fabriquer l'équivalent d'un objet qui se déplacerait depuis l'infini jusqu'à une distance minimum, jusqu'à une distance très proche de l'objectif. Un petit peu comme si finalement on avait un acteur qui venait vers nous, partant d'une distance très éloignée, et qui arrivait, qui passait le plan de mise au point, et qui se retrouvait très proche devant l'objectif. Comment serait le flou sur lui? Eh bien, à partir de ce moment-là, on s'est dit qu'il y a peut-être quelque chose à faire. Donc, finalement, ce qui est intéressant, c'est que les réponses qu'on a obtenues avec cette manip-là ont donné ce graphe-là. Et si vous comparez le graphe qui est ici avec celui-ci, vous voyez que finalement, on a quelque chose qui est quand même assez proche. Et c'était très encourageant. Mais le problème, c'est que toutes ces mesures étaient des mesures qui étaient faites point par point. Alors l'idée a été de se dire, et si on automatisait tout ça? Alors automatiser tout ça signifiait de fabriquer un dispositif qui permette donc de concevoir à la fois le déplacement virtuel d'un objet et en même temps les mesures par rapport à la qualité et à la quantité de la tâche image. Et pour réaliser ce type de recherche, eh bien évidemment, on ne pouvait pas se lancer comme ça. Une recherche est assez limitée quand on n'a pas un financement. Grâce au LabEx RH2H, on a une somme d'environ 15 000 €. On a pu acheter un matériel adapté et j'ai pu recruter un ancien étudiant qui par ailleurs était ingénieur de formation et on a travaillé ensemble tant sur la partie mécanique que sur la partie algorithmique et on a commencé donc à faire nos premiers essais. Et nos premiers essais, vous voyez que c'est assez proche finalement du dispositif qu'on a vu précédemment. Et nos premiers essais, finalement, ont été concluants. Alors on a mis le tout dans un dispositif. Et le dispositif qui permet de mesurer le flou s'appelle le flounétoscope. Alors, ce dispositif en question, donc ce flounétoscope, eh bien, donc c'est un système qui, de façon parfaitement automatique maintenant, va être capable de déterminer eh bien, l'évolution du flou avec les courbes que je vous ai montrées, l'évolution du flou en amont et donc en aval du plan de mise au point. Alors, on va regarder donc le flounétoscope, là vous l'avez dans la position ouverte et là dans la position fermée. Maintenant, on va regarder un petit peu ce qui se passe au niveau des résultats. Voilà donc les premiers résultats. C'est une histoire d'asymptote, hein, ou bien une asymptote horizontale, ou bien donc une asymptote verticale. Et en fait, on mesure finalement une tâche floue et on peut déterminer un certain nombre de choses. Regardons par exemple sur des master prime l'incidence du diaphragme. Donc là, vous avez les courbes, plus elles sont hautes, plus le diaphragme est ouvert, plus évidemment elles sont basses, plus le diaphragme est fermé.
on le voit un petit peu mieux sur ce graphique, avec sur les 3 premières une interpolation pour connaître les réponses en rouge, vert, bleu, puisqu'on va utiliser un capteur avec une matrice de Bayer, et en même temps on a les réponses ensuite sur les objectifs avec donc le même objectif, l'ouverture de 2 jusqu'à donc l'ouverture 5-6. Voilà. Donc ça va déjà donner une première information sur comment va se comporter le flou par rapport à la fermeture du diaph. Donc en même temps, finalement, quelque chose qui permet de mieux quantifier la profondeur de champ. Et puis ça va permettre aussi, donc de quantifier donc les optiques entre elles. Par exemple, on va pouvoir les comparer. Et là, on peut comparer un certain nombre d'optiques. Donc, on avait des Cooke, Nikon, Vantage, Zeiss. Bon, et on peut remarquer que finalement, pour certains d'entre eux, le flou, le passage du net au flou est différent. C'est-à-dire que vous avez finalement des objectifs qui vont donner plus rapidement du flou que d'autres. C'était la question de départ. Et quand l'étudiante donc me disait que quand l'opérateur utilisait un objectif Zeiss en diaphragmant, en prenant un cercle de confusion plus petit, c'était justement parce que le passage du net au flou n'était pas tout à fait le même que sur d'autres objectifs. Alors, on l'a fait sur un certain nombre d'optiques, voilà. Et ça, c'est intéressant parce que c'est un outil, au même titre que quand un assistant fait des essais avant de partir en tournage, il pourrait tout à fait, avec un dispositif de ce type-là, faire ce même type d'essai pour savoir comment le flou va être configuré. Alors, on l'a également ici, avec d'autres optiques. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est d'associer ça avec des images. Alors, comparons, par exemple, ces images-là. Le Cooke S4, en 25 mm. Ici, vous avez le Summicron. Et là, vous avez le Canon. Et quand on commence à regarder les flous, par exemple sur la fenêtre ou sur la lampe qui est derrière, ils sont utilisés dans les mêmes configurations avec exactement la même valeur de diaph. Eh bien, quand on commence à regarder ça, on se rend compte, là, sur l'image, qu'il y a des différences. Alors, ces différences, elles sont liées au flair, elles peuvent être liées à un certain nombre de choses. Le flux-nétoscope ne renseigne pas sur qu'est-ce qui va créer ces flous différents, mais il renseigne sur la quantification de ces flous. Bon. Et puis, ce qui est intéressant aussi, au niveau du flux-nétoscope, je vais revenir un petit peu en arrière, c'est que vous voyez que si je fais la comparaison entre un flou, par exemple, à 4 mètres et un flou au-delà de 10 mètres, eh bien, finalement, ces flous sont à peu près identiques. Donc, ça veut dire que ce n'est pas parce qu'on va mettre un objet plus loin, qu'il sera nécessairement plus flou. Alors, pour terminer, justement, je vais vous montrer donc un exemple ici. Donc, ici, on peut constater l'évolution du flou. On voit par exemple sur les portes. Entre les portes et entre la porte qui est complètement dans le fond, la partie noire, on voit finalement, et on est sur plusieurs dizaines de mètres, on voit finalement que le flou est le même. On a cette progression qu'on pourrait considérer comme logarithmique qui tend vers une asymptote. Donc ça, c'est intéressant. On va retrouver ça dans un autre exemple, notamment dans Elephant. Donc, très caractéristique aussi. Où là, finalement, on voit l'acteur, donc c'est le tueur, hein, qui avance vers la caméra. On a une notion de flou centripète, c'est-à-dire que les hautes lumières bavent sur les basses lumières. Donc le flou semble plus petit au centre que ce... Et en fait, au fur et à mesure qu'il avance, le flou sur lui est le même. Vous voyez? Par contre, le grandissement change, mais le flou est le même. On retrouve bien finalement, ce qui est génial, là, entre les courbes qu'on a obtenues et les images, puisque en fait, ce qui sert, le but c'est quand même de faire des images, hein, on retrouve bien la même chose. Alors le flux-nétoscope a été présenté la première fois en 2015 au Micro-Salon. Jean Jarnac qui était à l'origine aussi avec moi de sa création. Parmi les personnes qui étaient intéressées à l'époque, Pierre Endurant qui était le directeur d'Ingénieux, quel on a fait une petite démonstration.
Et le Founétoscope continue sa vie. En février 2021, il y a un mois, nous avons mesuré, nous avons testé par le biais de l'AFC donc 70 objectifs donc de format full frame, et le Founétoscope a fait le voyage jusque chez TSF sur le plateau de tournage sur lequel on était. Alors on est certes en milieu confiné, le Founétoscope lui la Covid il s'en moque un petit peu, mais on a pu justement refaire ces tests. Alors ce qui est intéressant finalement autour de ça, si vous voulez, c'est tout simplement que à travers un outil, il y a une incidence à la fois sur l'esthétique de l'image et sur la sémantique de l'image. Les objectifs vont donner des flous différents selon leur marque, selon les verres, selon le type de formule optique qu'ils intègrent. Et en même temps, quand on peut l'utiliser ou quand on a la possibilité de connaître en amont ces éléments-là, ça va permettre de mieux l'utiliser d'un point de vue sémantique, c'est-à-dire en fait de dire dans tel cas, dans telle configuration, c'est plus intéressant d'utiliser tel type d'optique plutôt que tel autre. En fait, c'était pour montrer simplement qu'une recherche au départ théorique pouvait servir le monde professionnel. Je vous remercie de votre attention.